François Bon, tiers livre, une série qui s'appelle L'instant Lovecraft. Mais Lovecraft, pour moi, c'est aussi là d'où il vient. Edgar Poe et un bonhomme qui s'appelle Ambrose Bierce. Et aussi Dunsany, Algernon Blackwood. Mais comprendre et traduire Lovecraft, ça suppose de piger le déplacement qu'il installe. Alors, quoi de commun avec Ambrose Bierce? Bierce, lui, il n'est pas du tout fasciné par l'Europe, il est américain. Alors on le classe, oui, parce que monsieur a écrit des articles de journaux, il vivait à San Francisco. Oh non, c'est pas les grandes chapelles de New York, et puis c'est pas le roman, et puis monsieur, il s'est mouillé dans la guerre civile. Mort mystérieuse, 1842, vers 1914, 1914, il part au Mexique, là, suivre les révolutionnaires. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Alors j'avais déjà traduit un petit paquet, un joli ensemble, qui sont que des histoires de fantômes, mais des histoires de fantômes justement dans la guerre civile. Et il y a ces trucs-là, tout cet ensemble, par exemple, de 5 textes qui s'appellent « Disparition non élucidée ». Vous voyez une route, il y a quelqu'un, et puis tout d'un coup, il n'y a plus personne. Il s'est passé quoi? J'adore. Et puis, d'autres nouvelles aussi, là. Vous savez, le club des parenticides, huile de chien et tout ça. Moi, vous pouvez fouiller sur la chaîne. Il y en a déjà plusieurs. Croyez-le, de tous les livres là que j'ai publiés, chez Tiers Livre Éditeur, c'est celui qui se vend le moins. Il se vend jamais. Est-ce qu'il faut en pleurer? Non, je suis plutôt du genre à dire, tiens, si c'est ça, t'en remets une couche. Alors, ça tombe bien, parce que, vous savez, Hippocampus Press, c'est des New-Yorkais, vous pouvez les suivre aussi sur Facebook, c'est eux qui éditent aussi là-haut toute la correspondance de H.P. Lovecraft. En ce moment, une nouvelle édition complète des fictions aussi révisées avec toutes les dernières étapes critiques. Ils ont sorti un Ambrose Bierce en 3 tomes, figurez-vous. Alors on pense ce qu'on veut de la maquette, je sais pas, ils sont pas à l'aise sur les couves et tout ça. N'empêche qu'on a là une édition complète avec 170 nouvelles. Toutes des nouvelles fantastiques. Alors il y a des titres qui se baladent comme ça. Par exemple, comment il peut y avoir des choses pareilles? Je n'ai pas encore trouvé le titre. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ces 170, et en particulier tout le tome 1, Tales of Psychological and Supernatural Horror, oui, il y a de l'horreur, oui, il y a du surnaturel, mais la marque de Ambrose Bierce, c'est les morts. C'est des histoires avec mort. Toutes les variations qu'on peut inventer sur histoire avec mort. Alors moi là, je suis parti à traduire. C'est bien plus facile techniquement que H.P. Lovecraft, mais faut se méfier de ça. Comment tu fais passer ça comme quelque chose de vivant, comme quelque chose d'implacable. Puis en même temps, c'est les rhétoriques de l'époque. Il faut faire attention aussi. Mais ce goût-là du fantastique, dans un monde qui est déjà le nôtre. Alors pour moi, c'est important de faire ça immédiatement. Traduire, là, à l'ordi, choisir, et puis les essayer, les textes. Alors ce soir, c'est ce qu'on va faire. C'est une nouvelle qui date de 1907. Elle n'est pas longue, j'ai 15 petites pages ici. Bon, on va s'embarquer pour une petite demi-heure. Écoutez ça comme vous voulez, en mode podcast. Faites autre chose en attendant, mais méfiez-vous. Ça s'appelle De l'autre côté du mur. Évidemment, on est à San Francisco. Rien que pour ça, ça vaut le coup d'y aller voir. Regardez sur ma chaîne, il y a une petite vidéo qui est à propos de la rue Ambrose Bierce à San Francisco. Et vous comprendrez la réputation qu'il a, ce type là-bas. Allez, on y va. De l'autre côté du mur, nouvelle parue en 1907 dans The Cosmopolitan, et puis rassemblée dans
un des recueils. Il y a bien des années, revenant à New York depuis Hong Kong, je fis halte pour une semaine à San Francisco. Bien du temps avait passé depuis mon dernier séjour dans cette ville, pendant lequel mes aventures en Orient avaient prospéré au-delà de ce que j'en avais espéré. J'étais riche et pouvais me permettre de revisiter mon propre pays, renouer amitié avec les compagnons de jeunesse qui vivaient encore et se rappelaient de moi avec encore un peu de la vieille affection. Et le premier d'entre eux, je pensais, c'était Mahon Dampier, un ancien compagnon d'études avec lequel j'avais entretenu une correspondance décousue qui avait cessé depuis longtemps, comme c'est souvent le cas entre deux hommes. Vous aurez sans doute remarqué que la réticence à écrire des lettres de bonne relation est en proportion du carré de la distance entre vous et votre correspondant. C'est une loi. Je me souvenais de Dampier comme un jeune type agréable et fort, aux goûts affirmés, avec une nette aversion pour le travail. Une nette aversion pour le travail et une indifférence marquée pour la plupart des choses auxquelles le monde en général porte attention, incluant la santé, de laquelle il avait cependant suffisamment été pourvu pour la maintenir hors de tout souci. Dans sa famille, une des plus anciennes et des plus aristocratiques du pays, c'était, je pense, une question de fierté qu'aucun de ses membres ne se mêle d'affaires, ni de politique, ni n'affiche aucune sorte de particularité. Mahon était un tantinet sentimental et portait en lui une singulière prédisposition à la superstition qui le porta à étudier toutes sortes de sujets liés à l'occulte, quand bien même sa parfaite santé mentale le préservait des croyances fantastiques ou périlleuses. Vous comprenez là? Le cousinage, Ambrose Bierce, Lovecraft, et Bierce avait beaucoup correspondu avec Samuel Loveman, qui sera un gars de Cleveland, poète, mais qui sera un des plus proches de Lovecraft en particulier lors du séjour à New York. Donc il y a quand même un lien quasi direct entre Bierce Lovecraft via Loveman. Il osa quelques incursions dans le royaume de l'irréel sans renoncer à rien de sa résidence dans la région partiellement sous bonne garde et bien délimitée que nous nous réjouissions d'appeler la certitude. La nuit où je lui rendis visite était tempétueuse, tel était l'hiver californien. Une pluie incessante inondait les rues désertes, où, soulevée par d'irrégulières rafales de vent, venait frapper dans une incroyable furie les façades. Non sans difficulté, mon cocher finit par retrouver l'adresse à l'écart, près de l'océan, dans un quartier peu habité. Sa maison, une bâtisse laide où, semblait-il, plantée au milieu de son terrain qui, pour autant que je pus le distinguer dans l'obscurité, ne s'ornait d'aucune fleur ni pelouse. Des arbres, 3 ou 4, battant, gémissant dans les tourments de la tempête, espérant apparemment en profiter pour prendre la fuite ou trouver le chemin qui les mènerait à la mer. Là, dans ce genre la prose, comme c'est un art qui paraît très simple, mais le fantastique, il faut toujours que ce soit comme glissé dessous, et quand ça, une surface qui passe à travers l'autre surface, et ça passe par une poétique, mais une poétique qui doit en même temps rester presque invisible. C'est pour ça que je l'aime aussi, Ambrose Bierce. La maison ne comportait qu'un seul étage, avec une tour un peu plus haute à un des coins. On ne voyait qu'une seule lumière à une fenêtre. Et quelque chose me fit frissonner à cette maison, quoique ce pût être l'effet seulement de la douche d'eau de pluie qui m'accueillit, tandis que je courus me mettre à l'abri sous la porte d'entrée. En réponse à mon mot, l'informant de mon souhait d'une visite, Dampier avait répondu « Ne sonne pas, tu ouvres la porte, tu entres ». C'est ce que je fis. L'escalier était maigrement éclairé par une seule lampe à gaz à l'étage.
Je me débrouillais pour atteindre le seuil sans trop de dommages et franchis la porte ouverte, me retrouvai dans la pièce éclairée au bas de la tour. Dampierre vint à ma rencontre en pantoufles et robe de chambre, m'accueillant avec la chaleur dont je rêvais. Et si j'avais pensé qu'il aurait mieux fait de m'accueillir à la porte d'entrée, le premier regard qu'il m'adressa dissipa la moindre suspicion d'inhospitalité. Mais il avait changé. À peine avait-il atteint un âge moyen que ses cheveux étaient devenus blancs et qu'il s'était voûté de façon prononcée. Un visage maigre, anguleux, aux lignes fortement accentuées et le teint blême comme un mort, pas une touche de couleur. Ses yeux étrangement agrandis et brûlants d'un feu troublant. Il me fit asseoir, ouvrit la boîte à cigares, puis avec une évidente et grave sincérité m'assura du plaisir que je lui donnais à avoir voulu ces retrouvailles. On parla de tout et de rien, mais tout du long j'étais hanté par la mélancolie qui émanait d'un tel changement en lui. Il dut le percevoir, puisqu'il me lança soudain avec le plus large sourire. « Je te déçois en quelque chose ? Non sum qualis eram ?» Je ne sais quoi répondre, sinon pourquoi ? En vérité, je ne sais pas, mais au moins ton latin est resté le même. Il sourit de plus belle. Non, parce que le privilège d'une langue morte, c'est de devenir toujours plus approprié. Mais elle a la patience d'attendre. Là où je vais, on parle peut-être une nouvelle langue. Tu pourras en recevoir un message. Son sourire s'était évanoui à mesure qu'il parlait. Terminant sa phrase, il me gratifia d'un regard dont la gravité ne put que m'angoisser. Pas question pour autant de m'abandonner à son humeur, ni lui permettre de deviner en quoi sa prescience de la mort m'affectait. J'imagine qu'il faudra bien du temps, dis-je, avant que la parole humaine cesse de répondre à notre usage, ou bien que l'usage qu'on aura alors de ses services aura aussi disparu. Il ne répondit pas, et moi aussi je fis silence, tant notre conversation avait pris un tour décourageant. Évidemment, on raconte... On parle, et on parle de quoi ? On parle de comment on parle. Et parce que justement, c'est le statut qui est mis sur cette chose brinque-ballante qu'est le langage, que tout d'un coup, ce qui va advenir par le langage deviendra la terreur. Pourra être pris au sérieux en tant que débordant le récit par sa matière même. C'est ça aussi, la leçon qui prend Lovecraft. Moi aussi je fis silence tant notre conversation avait pris un tour décourageant et que je ne savais plus comment la ramener sur des chemins plus plaisants. Soudain, dans une pause de la tempête au dehors, et que ce silence de mort se faisait saisissant par rapport au vacarme précédent, j'entendis doucement, on frappait au mur derrière ma chaise. Un son exactement comme celui que ferait une main humaine. Non comme on frapperait à une porte pour entrer, mais comme un signal convenu. L'évidence que quelqu'un était présent dans la pièce à côté. La plupart d'entre nous, j'imagine, ont eu plus d'opportunités de ce genre de communication que ce que nous osons en raconter. Je jetai un coup d'œil à Dampierre. S'il y avait quelque chose d'amusé dans ce regard que je lui avais lancé, il ne sembla pas le remarquer. Plutôt comme s'il avait oublié ma présence. Il regardait le mur derrière mon épaule, avec une expression dans son regard que j'aurais été incapable de décrire, quoique la mémoire que j'en ai est aussi vive aujourd'hui que ce le fut alors. Une situation embarrassante. Je me levai pour prendre congé. Cela suffit, sembla-t-il, pour le faire revenir à lui. « Non, reste assis, je t'en prie, c'est rien, il n'y a personne. » Mais les coups continuaient, avec la même douce insistance qu'auparavant. « Désolé, dis-je, il se fait tard, je peux te rappeler demain ?» Il sourit un peu mécaniquement, pensai-je.
C'est bien délicat de ta part, il me dit. Mais vraiment, non, pour de bon. C'est la seule pièce de cette tour. Personne n'est là. Enfin... Sa phrase resta en suspens. Il se leva, ouvrit une fenêtre, la seule qui s'ouvrait dans le mur et dont semblait partir le bruit. « Viens voir !» Sans vraiment savoir quoi faire d'autre, je le suivis à la fenêtre. Je regardais au dehors. Un réverbère au loin donnait assez de lumière à travers les rafales de la pluie qui continuaient de tomber à torrents pour rendre évident qu'effectivement il n'y avait personne. Pour de bon, il n'y avait rien là que le crépi blanc de la tour. Dampier referma la fenêtre et se rassit en m'indiquant d'en faire autant. L'incident en soi n'était pas particulièrement mystérieux, et n'importe laquelle parmi une douzaine d'explications restait possible, quoique j'aurais été en peine d'en trouver une seule, et cela m'impressionnait pourtant étrangement. Et encore plus l'effort de mon ami pour me rassurer, conférant à l'incident à la fois signification et importance. Il m'avait démontré que personne n'était là, mais en ce fait même résidait l'intérêt. Et de cela, il n'expliquait rien. Son silence m'irritait, induisait un ressentiment. « Cher ami, je lui dis un peu ironiquement, je crains. Je ne suis aucunement disposé à te questionner sur ton droit à héberger autant de fantômes qu'il te convient et agréables à ton sens de la camaraderie. Ça ne me regarde pas. Mais n'étant qu'un simple homme d'affaires et mes 2 pieds en ce bas monde, les fantômes ne sont d'aucune utilité à ma paix et mon confort. Je retourne à mon hôtel, où tous les clients sont encore de bonne viande. » Ce n'était pas un discours très poli, mais il voulut bien ne pas s'en formaliser. « Reste, s'il te plaît. Je te suis si reconnaissant de ta présence. Ce que tu as entendu cette nuit, 2 fois déjà. Je l'ai moi-même entendu. Maintenant, je sais. C'était pas une illusion. Et c'est énorme pour moi, plus que tu ne peux le croire. Reprends un cigare. Si tu en as la patience... Je vais t'en dire l'histoire. La pluie maintenant tombait plus régulière avec un murmure bas et monotone, interrompu à intervalles réguliers par le soudain craquement des arbres que le vent battait et agitait. La nuit était déjà avancée, mais la sympathie et aussi la curiosité aidèrent à faire de moi un auditeur bienveillant au monologue de mon compagnon, que je me gardais d'interrompre d'un seul mot du début à la fin. Et maintenant, c'est Dampier qui parle. C'était il y a 10 ans, dit-il. J'occupais un rez-de-chaussée dans une de ces rangées de maisons toutes pareilles, tout à l'autre bout de la ville, ce quartier qu'on nomme Rincon Hill. Ça a été un des meilleurs quartiers de San Francisco, mais progressivement négligé, abandonné, partiellement pour le caractère primitif de son architecture, qui ne convient plus à l'évolution des goûts de nos citoyens prospères, partiellement aussi parce que certaines transformations publiques ont contribué au naufrage. La rangée de maisons dans laquelle je vivais était à l'écart de la rue. Chacune disposait d'un jardin miniature, séparé de celui des voisins par une grille peu élevée, mais disposée avec une précision mathématique pour que le gravier conduise du portail à la porte. Ah ben ça, c'est petite maisonnette, avec un petit jardinet devant, et pas, même si on n'est pas allé aux US, on les a vus tant et tant de fois. La réalité, toute bête, toute ordinaire, toute banale. Quittant un matin mon logement, je remarquai une jeune femme qui entrait dans le jardin adjacent, sur ma gauche. C'était une chaude matinée de juin. Elle était toute en blanc, légèrement vêtue. Pendu à son épaule, un large chapeau de paille décoré avec profusion de fleurs et de rubans comme on aimait le faire à l'époque. Mais mon attention ne fut pas longtemps retenue par l'exquise simplicité de son costume parce que personne n'aurait pu voir son visage et penser encore à quoi que ce soit de terrestre. Non,
Je ne le profanerai pas en tentant de le décrire. Il était au-delà de toute beauté. Tout ce que j'avais jamais vu ou rêvé de beau se trouvait rassemblé dans cette image vivante et incomparable, née de la main de l'artiste divin. Elle me remua si profondément que, sans penser à l'inconvenance d'un tel geste, je me découvris inconsciemment la tête comme un catholique dévot ou un protestant bien nourri l'aurait fait devant une image de la Sainte Vierge. La jeune fille n'en montra pas de déplaisir. Elle braqua sur moi de fiers yeux noirs dans un regard qui me fit perdre la respiration et, sans rien témoigner d'autre en réponse, entra dans la maison. Pendant un moment, je restais comme paralysé, le chapeau à la main, douloureusement conscient de ma grossièreté, mais encore dominé par l'émotion que m'avait inspirée cette soudaine vision de la beauté dans son incomparable. Que ma pénitence fût moins poignante, peut-être qu'elle ne l'aurait dû. Alors je m'en allais à mes affaires, mais mon cœur restait là, en arrière. Dans le cours ordinaire des choses, je serais resté dehors jusqu'au soir, mais dès le milieu de l'après-midi, j'étais de retour dans le petit jardin, affectant de m'intéresser à quelques fleurs audacieuses que je n'avais jusqu'ici jamais regardées. Mais ce fut en vain, elle ne parut pas. À une nuit sans repos succéda un jour d'attente, de déception. Mais le surlendemain, comme je me promenais sans but dans les rues du quartier, je la croisai. Bien sûr, je me gardais de répéter ce geste fou, de me découvrir, et n'aventurais rien qu'un regard pour témoigner de mon intérêt pour elle, alors qu'on aurait pu entendre les battements de mon cœur. Je tremblais, fus conscient de rougir quand elle eut tourné sur moi ses yeux noirs, témoignant avec évidence qu'elle me reconnaissait et entièrement dépourvue d'insolence et de coquetterie. Je ne veux pas t'encombrer de tels détails. Je recroisai ensuite bien des fois la jeune fille, sans jamais m'adresser à elle ou tenter d'accaparer son attention, ni n'entrepris aucune action pour faire directement connaissance. Cette retenue, peut-être, qui demandait un effort aussi extrême dans le déni de soi-même, te semblera une énigme. Que j'étais amoureux corps et âme, c'était sûr. Mais qui peut prétendre surmonter ses façons de penser ou recomposer son caractère ? J'étais ce que certains idiots nomment et d'autres encore plus idiots aiment à être appelés un aristocrate. Et quelle que fût sa beauté, son charme, sa grâce, elle n'était pas de ma classe. Je m'étais enquis de son nom. Je ne le répéterai pas ici. Et quelle était sa famille ? Une orpheline, la nièce recueillie par l'impossible grosse et vieille dame dont elle habitait la maison. Mon revenu était bien mince et je manquais de talent pour le mariage. C'était peut-être une chance. Une alliance avec cette famille m'aurait condamné à en adopter la façon de vivre, m'aurait séparé de mes livres, de mes études, m'aurait fait descendre de quelques rangs sociaux. Qu'on puisse retourner sur moi ce jugement, mais en stricte justice, tous mes ancêtres depuis des générations seraient mes avocats de la défense. Et on me permettrait de plaider non coupable ou au moins les circonstances atténuantes pour ce mandat impérieux de l'hérédité. Dans une telle mésalliance, chaque globule de mon sang ancestral ferait obstacle. Pour résumer, tous mes goûts, toutes mes habitudes, mon instinct, le peu de raison qui me restait dans le feu de l'amour, tout bataillait contre. Bien plus, j'étais un indécrottable sentimental. Je trouvais un charme subtil à une relation impersonnelle et spirituelle que faire connaissance aurait rendu vulgaire et qu'un mariage dissiperait certainement. Aucune femme, me défendais-je, n'atteint à cette aimable créature. L'amour est un rêve délicieux. Pourquoi aurais-je dû provoquer mon propre réveil ?
La direction imposée aussi bien par les sens que les sentiments était évidente. L'honneur, la fierté, la prudence, la préservation de mon idéal, tout me dictait de faire marche arrière, mais j'étais tellement trop faible pour cela. Le mieux de ce que je pouvais atteindre au prix du plus grand effort, c'était dans la volonté de ne plus la voir, mademoiselle. Et c'est ce que je fis. J'évitais même, tant que je le pus, les risques de la croiser dans le petit jardin, ne quittant mon logement que lorsque je la savais partie pour ses leçons de musique, et ne revenant qu'à la nuit tombée. Et pourtant, de toute cette période, j'étais comme un homme en transe, laissant courir mes imaginations les plus folles et organisant toute ma vie intérieure pour s'accorder à mon rêve. Ah, mon ami, vous autres dont les actes sont en lien permanent avec la raison, comment tu connaîtrais ce paradis et cette folie dans lesquelles je vivais? Un soir, le démon me mit en tête d'être l'idiot le plus impensable. En posant quelques questions apparemment sans suite ni importance, j'appris de ma bavarde propriétaire que la chambre de la jeune femme était adjacente à la mienne, qu'une seule cloison nous séparait. Obéissant à une pulsion soudaine et grossière, je me mis à tapoter doucement le mur. Bien sûr, ce fut sans réponse, mais je n'étais pas en état d'accepter un refus. Une folie m'avait pris, je répétais ma bêtise, mon péché, tout aussi bien en vain. Et j'eus la décence de m'en tenir là. 1 heure plus tard, alors que je m'étais remise à mes lectures infernales, j'entendis ou pensais entendre une réponse à mon signal. En voyant balader mes livres, je fus d'un bond contre le mur, et aussi fermement que mes battements de cœur le permirent, je frappai 3 coups légers. Cette fois, la réponse était distincte, immanquable. 1, 2, 3, l'exacte répétition de mon signal. C'est tout ce que je pus obtenir, mais c'était déjà tellement. C'était déjà trop. Le soir suivant, et bien des soirs ensuite, cette folie se répéta. J'y avais toujours le dernier mot. Toute cette période, je fus heureux jusqu'au délire, mais la perversité de mon tempérament, rappelez-vous le titre d'Edgar Poe, le démon de la perversité, me fit persister dans ma résolution de ne plus la voir. Alors, comme j'aurais dû m'y attendre, je n'obtins plus de réponse. Je l'ai dégoûtée de moi, je me dis à moi-même, avec ce qu'elle imagine de ma timidité à ne plus faire aucune avance. Je me résolus à la revoir alors, faire sa connaissance. Et quoi? Je n'avais aucune idée. Je n'en ai pas plus aujourd'hui de ce qui en aurait résulté. Je sais seulement qu'à partir de ce soir-là, je passais des jours et des nuits à tenter de à nouveau la rencontrer. En vain. Elle était invisible, aussi bien qu'inaudible. J'arpentais les rues où nous étions croisés, et jamais elle ne parut. Je contemplais de ma fenêtre le petit jardin devant chez elle, mais elle ne le traversait plus jamais. Je tombais dans une dépression profonde, la croyant partie, sans pourtant me décider à éclaircir mes doutes en demandant à ma propriétaire, pour laquelle, bien entendu, j'avais pris une irréversible aversion pour m'avoir parlé une fois de mon élu avec moins de révérence que je lui pensais due. Survint une nuit de cauchemar. À bout par l'émotion, l'irrésolution, le découragement, je m'étais enfermé de bonne heure, puis j'avais sombré dans un de ces sommeils où il m'était encore possible de me réfugier. Mais quelque chose au milieu de la nuit, quelque pouvoir maléfique où sombrerait ma paix pour toujours, me fit ouvrir les yeux et m'asseoir, éveillé complètement et écoutant intensément je ne savais quoi. Alors je l'entendis. Ce faible tapotement sur le mur, l'écho fantomatique de notre signal habituel. Un moment de plus et il revint. 1, 2, 3, pas plus fort qu'autrefois.
mais tous mes sens en alerte et tendus pour le recevoir. J'allais répondre quand l'adversaire de la paix intervint de nouveau dans mes affaires, un rictus de gredin en représailles. Depuis si longtemps, si cruellement qu'elle m'ignorait, maintenant ce serait mon tour de l'ignorer. Quelle fatuité! Que Dieu lui pardonne! Et tout le reste de la nuit, je demeurais éveillé, renforçant mon obstination de justification éhontée, et sans cesser d'écouter. Le lendemain matin, comme je quittais la maison, je croisai la propriétaire qui rentrait. « Bonjour à vous, monsieur Dampierre, me dit-elle. Vous avez appris la nouvelle ?» Je répondis qu'aucune nouvelle ne m'était parvenue, puis que je me fichais bien d'en recevoir aucune. La nuance lui échappa. « À propos de la voisine, la jeune fille, blablatait-elle. Quoi, vous savez pas? Eh bien, il y a des semaines qu'elle était malade, et puis maintenant... » Je me jetais quasiment sur elle. « Et maintenant quoi ?» je criais. « Maintenant quoi ?» Elle est morte. Ce n'est pas le tout de l'histoire. Au milieu de la nuit, comme je l'appris plus tard, la malade, se réveillant d'un long abattement après une semaine de délire, avait demandé, comme si c'était sa dernière volonté, qu'on tire son lit du côté opposé de la pièce. Ceux qui avaient soin d'elle avaient pris cette requête comme un caprice du fond de la fièvre, mais avaient obéi. Et là, la pauvre âme, en agonie, avait rassemblé sa volonté défaillante pour rétablir un lien brisé, le fil mince et doré du sentiment entre son innocence et la monstrueuse ignominie recouvrant une allégeance aveugle et brutale à la loi du pour soi. Quelle réparation pouvais-je entreprendre ? Il y avait des messes à dire pour le repos d'âmes parties loin de telles nuits, de celles où les âmes sont soufflées par les vents invisibles, emportées par la tempête et l'obscurité avec signes et présages, lambeaux de mémoire et annonces de malheur. Ce soir, c'était la 3e visite. La première fois, j'étais trop sceptique pour faire plus que vérifier avec des méthodes usuelles la nature de l'incident. La 2e, j'ai répondu au signal après que plusieurs fois il ait été répété, mais sans résultat. Son retour ce soir obéit à la fatale triade rapportée par le Parapelius Necromancius. Je n'ai plus rien d'autre à dire. Une fois que Dampierre eut terminé son histoire, je ne trouvais rien que je puisse ajouter. Toute question supplémentaire aurait été affreuse indélicatesse. Je me levai, lui souhaitai bonne nuit. Qu'il comprenne ma sympathie, il l'a reconnue silencieusement par une pression de la main. Cette nuit, seul avec son chagrin et ses remords, il partit dans l'inconnu. Ambrose Bierce, chose qui n'aurait pas dû être. Bern's Wall, de l'autre côté du mur, nouvelle parue et publiée en 1907. Partagez, faites circuler, parce que on a besoin d'un petit peu de force derrière les épaules pour continuer. Et je dois en avoir 20 ou 25 traduites, mais je voudrais un petit livre qui s'appelle comme ça, Histoire avec mort, Ambrose Bierce. Si ça vous dit, prêt à continuer, mais à pousser un peu à l'arrière. Merci.